Bien, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation pour venir m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, depuis de nombreuses années, le loup est arrivé en France et puis on parle souvent de la situation des ovins, des brebis et des animaux, des béliers qui sont dévorés par les loups. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet qui est un peu moins abordé, c'est le sujet des bovins. Parce que depuis que le loup est arrivé dans le nord des Alpes, dans les Vosges et dans l'Arc jurassien, on a pas mal de conséquences à la suite de ce retour, et puis il y a pas mal de conflits. Donc je vais essayer de vous parler, on ne voit pas très bien, c'est un peu loin, mais essayer de vous parler en 20 minutes un peu de ce conflit, et puis essayer d'apporter une perspective, et puis des outils de protection, des solutions. Donc l'idée, c'est de commencer par une petite introduction, que je débute tout de suite, avec des images qui ne sont pas très cool, hein. Mais c'est la réalité des choses qu'on travaille sur le terrain. Et bien oui, je travaille dans le Jura, aussi bien suisse que français. Et depuis 2019, les loups se sont installés en meute. Actuellement, on a 5 meutes dans cette région-là. Nous avons beaucoup d'élevage et puis il y a des conflits avec l'élevage. Et contrairement aux ovins, et ben, c'est un monde pastoral qui est un peu plus riche, où il y a plus de politiciens. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi le statut du loup a beaucoup évolué ces dernières années, simplement parce qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus élevée qu'avec les ovins. Et la question qui s'est posée pour nous quand nous sommes arrivés à travailler dans le Jura, c'est de se dire, bon, mais comment on peut étudier le système qui est sur le terrain, comment je peux étudier ce système pastoral et comment je peux étudier ce loup dans ce nouveau système pastoral qui est particulièrement occupé par des bovins. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est bien connaître le système bovin, il faut connaître les éleveurs, il faut connaître les logis. Il faut bien connaître les populations de loups dans le Jura, et le Jura, c'est pas les Alpes, donc on a dû réapprendre à suivre les loups. Il faut connaître la population de faune sauvage, il faut connaître les moyens de protection, et dans le Jura, on a beaucoup de multi-usages, on a des gens partout, de nuit, de jour. Je fais de la caméra thermique, vous allez voir quelques images. Nous, à 3 heures du matin, on a des gens qui passent, qui font du VTT, qui courent, etc. C'est un monde qui est très occupé. Et le loup est un peu la pièce centrale de ces derniers temps, et de savoir comment ce loup va interagir avec toutes ces espèces-là et tout ce monde-là. Et vous allez voir pas mal d'images qui vont probablement vous étonner, j'espère qu'ils vont vous étonner. Et voici notre zone d'étude. Donc nous sommes dans l'Arc jurassien, plutôt dans le canton de Vaud. Et puis nous avons 5 meutes qui sont installées, comme je l'ai dit, aussi bien qui fait frontière avec le département du Jura, donc c'est les Rousses pour ceux qui connaissent, le département du Doubs pour Mout, et puis le département suisse du canton de Vaud. Alors ce sera plutôt Lausanne, Lausanne, on peut prendre ce point, ce centre-là. Donc c'est un paysage, vous allez voir, qui est fortement boisé, et nous y faisons une économie sur le fromage, donc le fameux gruyère suisse, et le fameux comté AOP de l'autre côté de la frontière. Alors le gruyère est quand même un peu meilleur que le comté, mais bon. Non, le comté est excellent. Et nous avons, c'est-à-dire que nous avons des vaches laitières en montagne que nous devons traire 2 fois par jour. Et depuis quelques années, nous avons aussi de la vache allaitante, c'est-à-dire c'est des vaches qui sont laissées à la montagne et qui élèvent leurs veaux sous la mer pendant toute la saison, toute la belle saison. Ce qui veut dire que quand vous avez de la vache laitière, vous avez les parents, les adultes qui sont traits, mais comme il faut des générations futures, on a des veaux et on a des génisses, donc les génisses à partir de 12 mois. Et ces animaux-là sont laissés seuls sur les alpages pendant l'été. Donc vous imaginez que vous avez des bêtes qui se baladent dans la forêt en plein été. Quand il n'y a pas de loup, tout se passe bien. Quand il y a du loup, ça remet complètement en question la manière de gérer les troupeaux. Et puis voilà le type de paysage qu'on peut trouver, hein, c'est des pâturages boisés. On a une grande population de cerfs, ce qui explique probablement pourquoi les loups sont arrivés dans ce secteur-là. Et bien sûr, là, on ne voit pas très bien, mais c'est des veaux de la race Highland que nous surveillons la nuit, en fait, pour éviter qu'il y ait des prédations avec eux. Et puis voilà le type de paysage. Et le premier résultat qu'on peut vous donner, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, les loups vivent au milieu du système pastoral bois. C'est ce qu'on avait trouvé comme un projet qui s'appelle Caloris, sur lequel on avait travaillé dans le sud des Alpes. Les loups vivent sur le territoire des ovins, les ovins vivent sur le territoire des loups. Et dans les zones pastorales bovins, que ce soit dans les Vosges, parce qu'on sait les résultats sur les Vosges, les Alpes du Nord ou le Jura, il faut voir que les loups vivent au milieu des bovins.
Et ce que vous voyez en jaune ici, c'est le site de rendez-vous, c'est là où les petits attendent les parents qui partent à la chasse. On est au milieu des bovins. Et on a des images sur le même piège vidéo d'une jeunesse qui passe, un loup qui rentre apporter de la nourriture aux louveteaux et les louveteaux qui s'amusent. Et parfois, on a tout ce monde-là qui se passe. Et ceci est une image intéressante puisque c'est la tanière d'une louve qui s'appelle F186, pardon. Et cette tanière, ben, en fait, c'est sous un épicéa qui se trouve dans un pâturage boisé. Donc vous voyez mon sac rouge, et ben 2 mètres plus loin, vous avez des génisses qui passent sur ce pâturage-là avec les louveteaux qui étaient sous le. Donc ça vous montre bien cette connexion qu'il y a entre les loups et en fait le système pastoral. Donc nous avons plusieurs manières de travailler, et là vous allez voir une petite vidéo qu'on a montée pour expliquer comment nous avons travaillé dans le projet Camovis. C'est un projet que nous avons mené en 2013-2018. Donc l'idée c'est de travailler avec la caméra thermique, de poser des GPS et des caméras ici, des vidéos pour prendre la faune, pour comprendre ce qui se passe. Et nous sommes très très proches en fait des éleveurs. L'idée, c'est qu'éleveurs et bergers sont des partenaires. Ce n'est pas le scientifique qui vient expliquer comment ils doivent se comporter, mais c'est vraiment un échange en permanence. Là, vous avez vu des images en caméra thermique, donc on capte en fait la chaleur et on voit en fait ces images extraordinaires. Le blanc étant le chaud et le noir étant le froid. Et là, vous avez les premières images d'attaque de loup qu'on a filmées en 2013 avec un loup qui s'approche ici d'un troupeau. Et ça, c'est mon collègue Jean Borelli. On a aussi démontré des images d'objectifs. C'est ce qui était dit à l'intervention tout à l'heure. C'est dans un travail scientifique de montrer ce qui se passe. Là, c'est un loup qui a sauté un enclos, qui a été jeté par un chien. On ne peut pas contester ce type d'image. Ici, vous avez un chien qui s'abat avec un loup. Ben voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est vrai. On peut un peu interpréter, mais en fait, la base est là. Là, vous avez une attaque sur Conjuers, le terrain militaire de Conjuers. Un loup qui arrive sur un troupeau. Chat libre, 2000 bêtes, 8 chiens de protection, et vous voyez que ce loup est éjecté par les chiens de protection. Ces images ont montré qu'en fait, les chiens de protection, c'est une des meilleures outils de protection, c'est incontestable. On ne peut pas les placer partout, on ne peut pas les mettre partout sur le territoire. Bien sûr, tous les éleveurs ne sont pas aptes à traiter des chiens de protection, mais n'empêche que c'est quelque chose d'extraordinaire. On va aussi montrer des images comme ici, que les loups passent à côté des troupeaux, sans forcément s'attaquer aux troupeaux. En fait, ils vivent là. Donc ils passent, ils dorment, ils jouent parmi les bêtes. Et avec les bovins, c'est pareil. Et malheureusement, on a des attaques sur les troupeaux. Et sur les bovins, par exemple, on n'a pas encore compris pourquoi tout d'un coup des loups passent des fois au milieu des troupeaux et un jour ils attaquent le troupeau. On n'a jamais compris ce qui se passait. Et ça, c'est justement cette relation qu'on a avec les éleveurs. Ben, là, ici, on discute avec le berger Joël qui va mettre son troupeau en touche libre. Et puis on a cette relation très forte avec eux, et puis parfois on fait de la caméra thermique, ils sont avec nous pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le troupeau. Donc il y a vraiment un intérêt, une curiosité de ce monde-là. Et quand vous travaillez de biologiste, éthologue que je suis, avec éleveur, en règle générale, ça marche toujours bien, quoi. Et voilà. Donc les loups évoluent dans un système qui est fortement dominé par l'humain est partout. Et puis nous, ce qu'on a découvert, c'est que les loups vivent dans un système pastoral ovin. Alors d'abord, c'était en comestible et en alpage. Et puis après, les loups sont descendus. Et puis c'est vrai que dans le sud, on a des contacts de loups ovins pendant toute l'année. Et maintenant, les loups vivent aussi dans ce système pastoral bovin. Et comme ce qu'on a vu dans le sud, au départ, on avait des attaques sur les alpages. Et puis, bien sûr, les bovins descendent sur le pied du Jura, par exemple. Et puis on a aussi des attaques l'hiver en bas. Donc on essaie de comprendre ce système-là. Et pour comprendre le système, nous avons placé un réseau de pièges vidéo. On est les seuls à avoir mis autant, les 208. Et là, ce que vous voyez, c'est une image de site de rendez-vous où vous voyez, il y avait le père qui est arrivé, qu'on appelait le gros pépère, un subadulte, les trois louveteaux. Là, vous avez un subadulte, et ça, c'est la femelle que vous reconnaissez bien, qui dort. Et ce qui nous a permis aussi de comprendre à qui on avait affaire. Parce que la première chose qu'on voulait travailler et protéger les troupeaux, il faut savoir quel loup vous avez en face de vous. On dit toujours qu'il faut connaître son ennemi, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a pu caractériser les meutes en sachant qui était le père, qui était la mère, combien de louveteaux il y avait, combien de jeunes il y avait. Et ça, c'est la base. Après, on peut faire des cartes de chaleur, ce qui nous permet de savoir à peu près où les loups se trouvent. Et puis, on superpose en fait les troupeaux par rapport à ça. Et quand on superpose les troupeaux par rapport à ça, ça nous donne des cartes d'alpage comme ça, où on peut dire, voilà, il y a des zones qui sont extrêmement vulnérables, et puis d'autres qui le sont beaucoup. Et tout ça est toujours partagé. Alors vous voyez ici le type d'image qu'on a obtenu dans le Jura.
Ben, c'est des cerfs, ici 3 cerfs avec une biche qui traversent à proximité d'un troupeau de vaches allaitantes. Et ce qui va se passer, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que le troupeau de vaches allaitantes va s'agiter, va être alerté, et puis elle va en fait bouger comme si c'était une attaque de loup. Et ce soir-là, je dormais dans la tente, et c'est mon collègue qui filmait, et j'ai entendu meugler partout. Je me suis dit, il y a une attaque de loup, donc j'ai enregistré tout de suite. Et en fait, quand je suis sorti, il m'a dit non, Jean-Marc, calme-toi, c'est juste des cerfs qui passent. Et c'est intéressant parce que pour les éleveurs, on a qui a du loup, chaque fois qu'il y a une agitation la nuit, pour eux, c'est du loup. Mais ce n'est pas nécessairement du loup, c'est aussi en plus ce qu'on a démontré, même si le loup peut perturber, peut poser problème. Et voilà, ça c'est le travail qu'on fait avec nos partenaires qui sont éleveurs et bergers. Il faut quand même savoir, hein, tout le travail que le biologiste fait, s'il n'y a pas d'éleveur, s'il n'y a pas de berger qui le travaille, il ne fait rien du tout. Hein, c'est quand même eux. On leur prend du temps, on oublie ça souvent. Ouais, c'est juste qu'on oublie tout le temps, hein. On leur prend beaucoup de temps. Parce que voilà, quand on fait de la protection, ils participent, ils ne sont pas payés. Moi, j'ai un petit salaire, j'ai vraiment un salaire. Donc, il faut quand même savoir que ces gens-là sont très actifs aussi à la protection des troupeaux. Donc, les quelques résultats que je voulais vous montrer, toujours un peu petits. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a noté des événements, c'est les comportements du loup par rapport au système pastoral. Eh bien, on a des loups qui sont intéressés au système pastoral, et quand ils sont intéressés au système pastoral, c'est souvent lié à des attaques. C'est-à-dire que le loup va essayer d'attaquer le troupeau. Mais on a beaucoup d'événements où les loups ne sont pas du tout intéressés au système pastoral. Alors, parfois, ils passent juste à côté d'un troupeau sans s'y intéresser. On a vu qu'on a des interactions, vous allez voir en image, entre loup et bovin, qui peut être simplement de la curiosité. C'est simplement, je passe d'un point A à un point B, puis au milieu, il y a un troupeau, puis je vais de l'autre côté. Et puis, il y a aussi le comportement, c'est que j'élève mes petits au milieu des bovins. Voilà, et je vis là. C'est clair que l'interaction et la fréquence de rencontre entre les loups et les bovins dans le système jurassien est très élevée. Et ce qu'on ne comprend pas, et peut-être vous aurez une réponse, c'est pourquoi on n'a pas plus d'attaques sur les bovins. On a eu 200 bêtes tuées en 3 ans, ce qui est énorme, mais en fait, on a une fréquence de rencontre tout le temps, on est tout le temps. Donc, si les mousses nourrisseurs étaient spécialisées sur les bovins, on devrait avoir beaucoup plus d'attaques. Et là, il y a un élément qu'on n'a pas encore compris. Donc, ici, vous voyez deux loups qui traversent une pâture où on a des vaches allaitantes. Et en fait, les loups sont arrivés avec le rouffeau à l'entrée de la pâture. Il y a les 3 génisses qui ont eu peur. Et puis, elles ont donné l'alerte. Et les bêtes que vous avez vues ont peur de quelque chose qu'elles n'ont pas vu. Elles n'ont jamais vu les loups. Ici, vous avez un loup qui traverse simplement en pâturage, où du jour au lendemain, il y a des génisses qui sont là. Et là, vous avez un loup qui en fait va voir un veau qui est couché et qui va aller le renifler. Et le veau se lève en se disant bah, c'est quoi ce machin? Et vous avez derrière la mère qui ne réagit même pas. On a vraiment ces comportements-là avec les blaireaux et les renards. Le renard est aussi circule entre les bêtes qui dorment. Et si le loup a un comportement très neutre, et parfois les vaches ne se lèvent même pas. Et ça, c'est intéressant. Et vous avez l'image de droite. En fait, c'est deux subadultes, des adolescents, au site de rendez-vous et à 500 mètres de là. Donc, ils étaient en train de jouer et se sont approchés d'un troupeau de génisses. Vous voyez là, il y a à peu près 70 génisses. Et les comportements que vous voyez là, c'est des comportements de jeu. En fait, les loups ont des comportements de jeu par rapport aux bovins. Et ce soir-là, que je vous ai expliqué, j'avais l'éleveur et le berger qui étaient avec moi, qui m'expliquaient en fait les comportements. Et là, j'ai le comportement de panique, de peur. En fait, les génisses sont très curieuses et puis elles font ça parfois avec les cerfs. Donc ça vous montre ces relations-là qu'on a pu qui sont, pour moi, qui sont extraordinaires, parce que ça n'a jamais été vu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque, parce que la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est la première attaque de loup que nous avons pu filmer dans le Jura, sur un troupeau de vaches allaitantes. Bon, il y a quand même cette sérieuxité. Là, voilà. Ici, c'est la meute que vous avez vue sur une des premières images où il y a le père et la mère. Donc vous avez le père qui est devant, qui va s'élancer, qui va déclencher une attaque sur un troupeau de... C'est des simmentales sans cornes en allaitant. Et en fait, ce loup va choisir, le mâle va choisir en fait un veau de 200 kg et va essayer de faire une morsure de préhension, c'est-à-dire qu'il va le prendre sur le côté. Et c'est là qu'on voit tout d'un coup que toutes les mères vont monter et vont réagir et vont protéger ce veau. Ce qui vous montre que le troupeau de vaches allaitantes peut être protégé par la force animale, c'est-à-dire que le troupeau, s'il est bien structuré, et selon le contexte, peut faire un très bon travail. Et ça, vous allez voir tout à l'heure que les dommages principaux qu'on nous avons dans le Jura, c'est plutôt sur des veaux de vaches laitières, mais très rarement sur des veaux de vaches allaitantes. Donc les vaches allaitantes ont ce travail de protection du troupeau. Et ça peut être une piste aussi pour essayer de protéger les bovins. Donc voilà, donc là-dessus, quand on a fait ce premier survol très rapide,
la question qui peut se poser, c'est de dire, ben, en fait, c'est quoi le bétail vulnérable? Et puis, la langue, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme protection? Parce que c'est ce que moi me demande les éleveurs. Ils me disent, Landry, t'es bien gentil de venir filmer les loups qui passent dans le gis, mais moi, tu me dis comment je protège le troupeau. Si moi j'ai un veau qui meurt, ça ne va pas. Voilà. Il y a une forte émotion. Alors ça, c'est un message que je voudrais aussi vous donner. C'est que malheureusement, beaucoup de veaux sont dévorés vivants. Et quand vous êtes un éleveur, vous arrivez le matin et que vous avez des traînées de sang sur 30 mètres et que vous savez que votre veau a été dévoré vivant, je peux vous dire que l'éleveur ou le berger, ils sont pris émotionnellement. Et puis nous, on arrive derrière, on se ramasse toute cette émotion-là. Hein. Donc pour nous, c'est aussi parfois dur, mais pour les éleveurs, les bergers. Après, il y en a certains qui s'en foutent, hein, parce qu'ils disent, je suis indemnisé. Parfois, on a des bêtes qui tombent dans des usines, des trous entre les rochers. Bon, on a un peu de tout. Mais la majorité des gens, quand même, c'est quand même dur. Et on a aussi parfois ce manque de connaissance du grand public de ce qu'est une attaque de loup sur le terrain. Et voilà, donc, ce qu'on a pu déterminer, voilà, typiquement, quand vous avez un veau comme ceci, vous lui donnez un nom, puis c'est un veau de sélection, puis que vous le retrouvez comme ça dans la terre. On peut comprendre qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est surtout les veaux, donc les bêtes de moins d'une année qui sont les plus vulnérables, quand elles sont non accompagnées par les adultes. Et dans à peu près 95%, même plus, c'est des bêtes de moins de 15 mois. Ça c'est vraiment les bêtes les plus vulnérables. Et vous comprenez que tout nos système d'élevage est basé sur l'allottement, c'est-à-dire qu'on sépare les classes d'âge. Pour l'éthologue que je suis, c'est une aberration. Pour l'éleveur, c'est une logique d'élevage. Pour lui, il dit, moi, je ne peux pas mettre mes veaux avec les mères, je ne peux pas mettre mes génisses avec les veaux, parce que mes génisses vont pâturer dans des endroits que les veaux ne vont pas pâturer. Donc voilà, donc il y a des pistes, mais... Et ça, c'est aussi un graphe qui est hyper intéressant, parce que là, on a noté la fréquence d'attaque. Et retenez simplement ça, la fréquence d'attaque augmente jusqu'au mois d'août. Alors ça, c'est les 3 dernières années en Suisse. On a 2021, 2022, 2023. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas, les fréquences diminuent au mois d'août, puis après elles vont réaugmenter en fin de saison. Et ça, c'est pas logique, puisque si vous regardez le besoin énergétique d'une meute de loups de 2 adultes et 5 loups, c'est à peu près 15 000 kilocalories au mois d'août. Donc, logiquement, si les loups s'étaient spécialisés sur les bovins, ils devraient continuer d'attaquer de plus en plus de bovins, ce qu'ils ne font pas, ce qui indique qu'ils attaquent la faune sauvage. Et là, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de compréhension pourquoi ces loups n'attaquent pas plus. Du côté français, c'est différent. Du côté français, ils attaquent plus tard dans l'année et on n'a pas cette chute de cette manière-là. Mais là, c'est des meutes qui vivent carrément qu'en Suisse, donc ils n'attaquent pas en France. On a des vrais questionnements. Je pense que si on arrive à comprendre ce qui se passe là, on pourrait améliorer la protection des troupeaux. Ça, c'est mon sentiment. Et regardez aussi au niveau des meutes. On a la meute du marché rue ici, et c'est en 2023, je crois, 0 attaque. La meute du Montantre, 18 attaques. La meute du Rizou, 15 attaques ou plus. Et la meute qu'on trouve sur la Dôle, la Haute-Valzorine, 1 attaque. Donc ça vous montre que les 4 meutes qu'on suit principalement n'ont pas le même rapport de prédation sur les bovins. Ce qui veut aussi dire que, une première piste, c'est-à-dire que si une meute n'attaque pas les bovins, il ne faut pas commencer à les braconner ou à tirer ou à faire tout et n'importe quoi, parce que cette meute-là peut vous protéger un territoire d'autres qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, on a des très bons éléments dans le canton de Vaud qui montrent clairement ça, où on a tiré, pour des questions politiques, un loup, qui était une femelle en cours d'installation. Ce loup a disparu, et quelques mois après, on a un loup d'Europe centrale qui est venu avec des habitudes un peu différentes, parce qu'il a commencé à attaquer en plaine et dans les bergeries. Voilà. Et il attaque de jour. Donc, on a eu pas mal de soucis. Voilà. Et ben, on a essayé de se dire, bon, maintenant, comment on essaie de protéger. Là, je vais terminer là-dessus, puis vous montrer quelques enseignements. Donc, on peut fermer les bêtes la nuit, on peut mettre des clôtures, on peut faire des mélanges de troupeaux, on fait du conditionnement inversif. On a un projet en Haute-Savoie à l'heure actuelle. Et puis, bien sûr, le tir de loup, c'est aussi un moyen de protéger les troupeaux. C'est un outil de protection. Si on tire le bon loup au bon moment, mais c'est pas facile, hein, c'est-à-dire suivre les populations russes, mais c'est aussi un moyen de protection. Ce graphique que vous allez voir, celui qui est en haut à gauche, il est fondamental, parce qu'on a noté l'activité des loups que vous voyez là en heure d'hiver. Simplement pour vous dire que les loups, à 4 heures du matin, ils ont un pic de chasse.
Ça fait 4 heures hiver, ça fait 5 heures du matin pour un éleveur. Et c'est à ce moment-là que quand on enferme les veaux, on sort les veaux parce qu'il fait jour. Je dis aux éleveurs, vous sortez en fait les veaux au pire des moments, puisque les loups, pour la meute du montant, ils sont en pic de chasse. Et j'arrive pas à faire changer cette attitude-là parce qu'on me dit, les loups, on reste s'habituer à notre manière de faire. Alors bien sûr, il y a des problèmes de changement climatique. Quand vous enfermez les veaux la nuit, il faut apporter de l'eau. On a des bergeries qui sont dans des étapes qui ne sont pas forcément adaptées. Ça fait coûter du foin. Donc c'est pas simple, hein, comme truc, c'est vraiment pas simple. Mais si déjà on pouvait juste décaler la sortie à 8 heures du matin, eh bien, on éviterait pas mal d'attaques. Juste un truc tout bête en connaissant la méthodologie du loup. Là, vous voyez un loup qui arrive sur une clôture 5 fils. Et vous voyez qu'il va buter sur cette clôture 5 fils. On se dit, bon, c'est super, ça fonctionne bien. Alors, je dois quand même vous faire un petit aveu. Il ne faut pas que ce soit à la caméra. C'est qu'en fait, il est déjà dans la clôture. Il est passé par elle. Mais bon. Voici le même loup de nuit qui a trouvé une faille. Et en fait, ce même loup, un loup au même endroit sur la même clôture, regardez, il a réussi à traverser la clôture. Et pourquoi là, il traverse la clôture et en première fois, il ne traverse pas la clôture? Parce qu'on a un contexte qui est très différent. Là, en fait, vous n'entendez pas le son, mais en fait, il y a le reste de la meute qui est de l'autre côté. On les entend, il y a des gémissements sociaux. Et ce loup-là veut absolument rejoindre le reste de la meute. Donc, il se dit, j'ai une clôture, je suis déterminé, je vais traverser. La première fois, je dis, bon. Là, c'est un lynx, par exemple, qui veut aller d'un point A à un point B, et puis il a sauté ça. Puis on s'est beaucoup posé la question, quel est l'impact en fait de ces clôtures aussi sur la faune sauvage? C'est une vraie question. Hein. Si vous barricadez tout votre alpage, et ça, c'est un chevreuil. Vous allez voir cette technique de traverser la clôture qui est très intéressante. Et c'est quelque chose qu'on a filmé sur plusieurs clôtures à plusieurs endroits différents. Donc, c'est pas le même chevreuil qui a adopté ça, c'est plusieurs chevreuils qui ont ce même comportement. Vous allez voir ça tout de suite. Et c'est assez extraordinaire parce que vous allez voir, il va passer entre le 3 et le 4e fil. Il fait hop, et c'est en brocard. Donc il a dit, bon, c'est absolument génial. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a appris en mettant de la clôture électrique et à 5 fils? La première chose, c'est qu'on a des comportements individuels. Ça, c'est hyper important. C'est contexte dépendant. Ça dépend vraiment du contexte. En ne nous proposons pas de l'utiliser pour les petits ruminants sur les brebis, parce que si un loup traverse la clôture, un loup face à des brebis peut faire beaucoup de dommages, un loup face à des veaux ou des génisses, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est important, c'est que le loup comprenne ce qu'est l'électricité. Si c'est pas ce que c'est l'électricité, il ne sait pas que la clôture est dangereuse. Et on oublie ça. Je veux dire, tous les éleveurs vont éduquer leurs veaux et leurs agneaux sur l'électricité. Le loup, c'est pareil. Donc on est obligé. Et dans la mesure du possible, il faudrait que la barrière soit moins souple, c'est-à-dire beaucoup plus rigide, pour que le loup vienne buter. Voilà, ça serait quelques recommandations qu'on pourrait faire. Après, on s'est dit, mais si on mélangeait, en fait, parce que Landry, il dit, ben ouais, c'est un peu débile, excusez-moi du terme, mais d'avoir des vrais tout seuls, on s'est dit, quand je dis on s'est dit, c'est un berger qui a eu l'idée, hein, qui s'est dit, tiens, Jean-Marc, moi je vais mettre des génisses avec mes veaux pour voir ce que ça donne. Quoi. Et ça, c'est une année où on a suivi l'expérimentation. Vous avez un loup ici qui arrive, et puis qui va s'approcher du groupe de veaux, et ce que vous voyez ici devant, c'est une génisse, et cette génisse va rentrer en interaction avec ce loup. Et en fait, elle va l'évacuer. Vous allez voir ça. C'est quand même intéressant. Hein. Alors on s'est dit, génial, en fait, la génisse de protection, c'est la solution d'avenir. Donc l'année d'après, on a mis 5 génisses et on a eu une prédation. Et la différence, c'est parce qu'on a un contexte complètement différent. Ici, j'ai un subadulte, un jeune loup, qui n'est pas très déterminé, je pense qu'il est plutôt curieux. Quand vous avez 4 loups de taille adulte qui veulent tuer un veau, et vous avez une vingtaine de veaux, une trentaine de veaux, vous pouvez mettre des génisses de protection. Ils attaquent des bisons, des musclés, voilà. Donc c'est de nouveau contexte dépendant. Il faut bien comprendre ce qu'on fait. Et puis la force animale, c'est les chiens de protection. Alors ça, c'est un autre dada. J'adore les chiens. J'ai introduit les premiers chiens en 96 en Suisse, puis en Allemagne aussi. Et ben voilà, dans le Jura, il y a dans le Doubs, ici, on est dans le département du Doubs, c'est à la batailleuse, un groupement d'éleveurs. Voilà, ils ont des chiens et des bovins, et ça marche très bien en fait. Ça marche mieux que sur les ovins, c'est plus facile à mettre, mais voilà, le problème c'est le multi-usage. C'est les randonneurs, c'est les chiens des randonneurs, c'est les VTT, donc on a commencé à avoir des problèmes. Ici, nous sommes en Tarentaise, ça c'est des chiens que j'ai fait venir du Portugal, c'est du Varro de Serra Estrella, c'est Michel Lassia qui a fait tout le travail, moi j'ai juste été un intermédiaire. Et puis, une autre question, on se disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas modifier le comportement des loups?
est-ce qu'on serait capable de dire au loup, le troupeau est quelque chose de dangereux? Et pour faire ça, on peut faire du conditionnement aversif, c'est-à-dire que quand le loup s'approche du troupeau, on lui crée un traumatisme. Idéalement, le traumatisme, c'est de lui tirer dessous avec une balle en caoutchouc ou quelque chose qui lui fait mal, mais qui ne le blesse pas. Je ne peux pas me permettre de tirer sur un loup et de le tuer en tant que chercheur, mais ça ne fait pas très bien. Donc, on a un projet qui est financé par l'ADREAL, le Plan National Loup, qui a débuté il y a une année et demie. Et on vient d'avoir les autorisations de capturer un loup, parce qu'il faut lui mettre en les GPS, ce qui nous permet de prouver scientifiquement que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de voir ce que le loup fait avant l'attaque, le régime alimentaire, par exemple, puis voir ce qu'il fait après l'exposition au traumatisme. Voilà. Pour l'instant, on a capturé un loup dans un truc de fou, parce qu'on l'a capturé en 2h30. Le piège, on l'a ouvert à 23h20. Et à 1h47, on avait un loup, c'est le même reproducteur de la meute qu'on suit. Donc, on a eu beaucoup de goles, on est très contents. Et puis voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est typiquement ici des tirs d'effarouchement. Donc, j'ai un loup qui s'approche d'un troupeau. Et l'idée, c'est de lui faire très peur. D'abord, on attaque des lance-fusées explosives. C'est ce que vous voyez. Vous allez voir quand vous avez ce loup qui s'approche d'un troupeau qui a été déjà attaqué. On est la nuit à la suite de l'attaque. Donc, les loups sont revenus pour accéder à l'animal mort. Et puis moi, je fais une surveillance, c'est un peu petit. Mais l'idée, là, c'est que je fais un tir, et puis donc, le loup va partir. Avec les tirs d'effarouchement, des lance-fusées explosives, on voit que les loups, voilà, si le loup n'est pas assez pris du troupeau, c'est un peu compliqué. Des fois, ils ne font pas le lien, parce que c'est de l'apprentissage par association. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils fassent le lien, qu'ils se disent, voilà, je m'approche d'un troupeau, ça fait très mal, et c'est satané bovin, il ne faut plus y aller. Et ce qu'on a réalisé comme projet des Italiens avec lesquels on collabore, c'est qu'en fait, il y a eu une expérience qui a montré qu'un loup exposé a appris aux autres du groupe à ne pas attaquer. Donc c'est un exemple. Là, on fait de la recherche. Mais si on arrive à éduquer les loups, à leur dire à toute la meute, en tirant sur un seul individu, vous n'attaquez pas les bovins ou les ovins, ça peut faire avancer les choses. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais dire dans toute cette recherche que nous faisons, la première chose, ce qu'on dit aux éleveurs et puis ce qu'on dit aux bergers, il faut être acteur et pas subir eux. Et la première chose, et ça c'est un message des députés, de l'Assemblée nationale, pour tout le monde, c'est qu'il faudrait déjà considérer les bovins et les équins comme espèces protégeables. Parce que vous savez, dans le plan national loup, c'est considéré comme non protégeable. Non protégeable, pas de financement. Et ce qu'on propose à ces gens-là, comme en Suisse, c'est de leur dire on tire des loups. Je peux vous dire que cet hiver, ils ont essayé d'éradiquer la meute de montante. Ils ont passé 7000 heures sur le terrain. D'accord. Ils ont tiré 7 loups, 2 ils les ont manqués, 5 loups tués, 3 qui ne venaient pas de la meute. Et actuellement, on n'a jamais eu autant d'attaques. Donc, vous voyez que tirer un loup au bon moment, c'est une chose. Moi, je ne conteste pas le tir. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Il faut continuer de faire ça. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et je trouve que nous, en France, comme en Suisse, on joue un peu aux apprentis sorciers. Et je trouve que le message de beaucoup de préfets aujourd'hui, c'est de dire on tire. Mais quand vous tirez et que vous êtes éleveur, on dit non, on va résoudre mon problème. Moi, quand je suis biologiste et je dis écoute, il faut que tu te protèges parce que le tir, ça ne sert à rien. On me dit non, moi, on tire chaque année. Et sincèrement, moi, je pense que le gouvernement devrait changer un peu le fusil d'épaule et puis arriver comme un message. On garde les tirs là où on ne peut pas protéger, où ça pose vraiment problème. Et là, on est derrière l'éleveur. Mais être derrière l'éleveur, c'est aussi lui donner les moyens de protéger son enfant. Et puis, voilà, il faut tenir compte du facteur loup. Donc, il faut absolument connaître les loups, savoir à qui on a en face de nous. Il faut acquérir de la connaissance. Donc, nous, scientifiques, on a besoin de moyens, on a besoin de continuer de faire de la recherche. Ça, je pense que c'est important. Et un message que j'aimerais aussi vous donner, c'est que nous sommes dans la complexité. Les choses ne sont pas simples. On vit avec les animaux, on est dans le vivant. Donc vous ne pouvez pas juste claquer. Et moi j'ai un peu l'impression, en tout cas en Suisse, mais en France aussi, que les politiques disent on a la solution, on tire, voilà, puis on ne s'occupe pas. Je veux dire, moi le loup m'a amené aussi à voir dans quelle situation est l'agriculture et dans quelle situation se trouve le monde de l'élevage. Je pense qu'on doit soutenir ce monde-là. Je suis très attaché au monde paysan, qui a un peu disparu, aux agriculteurs. Je pense qu'on doit être là avec eux et puis aussi les accompagner le mieux que nous pouvons. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Et justement de proposer des boîtes à outils de la protection, qui sont les clôtures, qui sont des permis de loup, mais qui peuvent être aussi des tirs d'individus. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant avec le conditionnement aversif. C'est cette nouvelle manière de protéger les troupeaux. On espère que
que ça va aller. Et puis les éleveurs et les bergers, c'est quand même les chefs d'orchestre, c'est quand même eux qui sont sur le terrain, c'est quand même eux qui sont confrontés à cette situation-là, donc ils ont besoin de notre respect et puis de notre soutien. Voilà, et puis la question c'est de savoir est-ce qu'on va arriver à une cohabitation, c'est-à-dire vivre ensemble sans dommages, ou une coexistence, vivre ensemble avec des dommages collatéraux, ça, je pense qu'on sera plutôt dans une coexistence. Voilà. Merci de votre attention. Merci.